Bienvenue sur le podcast de l'Institut V. Je suis Karine Castro et comme vous le savez maintenant, je reçois sur ce podcast des professionnels qui ont fait le choix de travailler autour de la gastronomie végétale. Aujourd'hui pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyn Marie, chef du restaurant parisien La Table de Colette. Dans cet épisode, Jocelyn nous parle de son parcours, de son travail autour de la cuisine végétale et de son engagement envers une gastronomie éco-responsable. Jocelyn est un chef engagé pour le bien-être de la planète, avec plein d'idées pour améliorer continuellement ses menus. Avec son équipe, il anticipe les changements et amène le végétal à un niveau supérieur dans une démarche globale et cohérente. Un échange en toute amitié qui sonne aussi mes retrouvailles avec Jocelyn que je n'avais pas vu depuis longtemps et qui vous apportera, je l'espère, des sources d'inspiration. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma discussion avec Jocelyn. Bonjour Jocelyn, comment vas-tu ? Bonjour Karine, très bien. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de l'Institut V. Ravi d'être là. Je ne sais pas si tu te souviens de notre première interview ensemble. Il me semble que c'était à la fondation Good Planet, si je ne m'abuse. Non, c'était avant. C'était à l'hôtel de Vendôme, alors dis donc. Ça nous rajeunit pas. Ouais, à l'hôtel de Vendôme, quand tu travaillais encore à l'époque comme chef de cuisine, ouais. Et j'étais venue t'interviewer pour mon premier blog Graines de Papille. Ok. Parce que à ce moment-là, tu t'intéressais déjà à cette démarche autour de l'éco-responsabilité et moi, je m'intéressais déjà aussi à ces sujets-là. Voilà, du coup, on s'était rencontrés là. Et c'est Jean-Luc Fessard, président de l'association Bon pour le climat, que j'ai interviewé d'ailleurs récemment sur le podcast. Okay. C'est lui qui m'a parlé de toi à l'époque. Et quand j'ai découvert ton travail, j'ai voulu évidemment te rencontrer. Voilà, comment ça s'est passé. C'était il y a, 6 ans, 7 ans 2018. Ouais, c'est ça, 5 ans. 6 presque. Ouais. Et puis après, effectivement, on s'est revus à la Fondation Good Planet où tu faisais une animation culinaire. Ouais. Et là, ça m'a marqué parce que on s'était pas revus depuis Vendôme. Ouais. Tu m'avais dit quelque chose comme, tu sais, Karine, ce que tu m'as dit la dernière fois, ça m'a fait réfléchir. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais peut-être semé des graines sans m'en rendre compte et que ça t'avait fait réfléchir. Donc, j'étais contente que tu m'aies dit ça. Et voilà, pour le coup, ça a fait tellement son chemin que depuis, tu as créé ton propre restaurant éco-responsable. Tu vas nous en parler. Mais, tout à fait. Et de plus en plus végétal. De plus en plus végétal, effectivement. Écoute, je commence toujours ce podcast par une présentation de mon invité. Alors, je veux bien que tu te présentes pour nos auditeurs, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais, en quelques mots. Alors, je m'appelle Jocelyn Marie, je suis le chef et patron du restaurant La Table de Colette dans le 5e à Paris. Et en fait, on a lancé le restaurant en 2019 et c'est un restaurant qui est très engagé dans la démarche éco-responsable et notamment dans le calcul du poids carbone du restaurant, de l'assiette, enfin des menus, des plats. On fait d'ailleurs une fois par an en fait un calcul global du poids carbone de tout le restaurant qui permet d'avoir finalement les fruits du travail en amont. C'est-à-dire qu'en amont on travaille sur la théorie et avec ce calcul on a la pratique et on se rend compte que par exemple je donne 2-3 chiffres mais 80% des émissions de gaz à effet de serre d'un restaurant sont dues à ce qui se passe dans l'assiette. Il y a à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dans le verre et tout le reste c'est les transports, les énergies, le bâtiment, la construction, les travaux, le transport des équipes, enfin vraiment tout le reste. Donc on se rend compte que finalement le choix des ingrédients qu'on met dans l'assiette est en fait la chose la plus importante et la plus impactante en termes de poids carbone. Et du coup, d'où le fait de végétaliser de plus en plus l'assiette, tout en gardant, et c'est ça le plus important, en gardant le goût, la puissance de goût et le côté plaisir de manger, gourmandise. Voilà, ça c'est hyper important parce que si c'est pour faire un restaurant écolo mais que c'est pas bon dans l'assiette, on a tout perdu. Donc c'est très important que ce soit bon dans l'assiette. Voilà.
D'où te vient cet intérêt pour le thème de l'éco-responsabilité qui est venu progressivement finalement? Ouais, alors progressivement, il y a quand même eu deux. Enfin, moi, j'analyse ça comme ça. J'ai eu ma fille qui s'appelle Colette, il y a 8 ans. Et en fait, il y a 8 ans, j'étais en congé dimanche, lundi, et le lundi, je regardais des documentaires quand elle faisait la sieste. Et j'ai vu deux documentaires, moi, qui m'ont profondément marqué. C'est Une vérité qui dérange de Al Gore et le film Demain de Cyril Dion. Et du coup, j'ai pris conscience qu'un tiers du dérèglement climatique était dû à la nourriture humaine et que, en tant que chef, on avait peut-être une petite graine à apporter. En tout cas, comme dit le colibri, quand la forêt brûle, j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Et du coup, j'ai rencontré Jean-Luc Fessard, que tu connais, de Bon pour le climat, qui m'a présenté cet éco-calculateur et on a commencé en fait à calculer le poids carbone de la cuisine qu'on faisait à l'époque. Et là, on a pris une énorme claque, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le poids carbone qu'on mettait dans l'assiette était vraiment gigantesque. On s'est rendu compte que oui, il fallait vraiment végétaliser l'assiette pour faire baisser ce poids carbone. Et on s'est rendu compte de la difficulté que c'était de faire baisser le poids carbone parce qu'il fallait finalement travailler que des légumes. Et on s'est rendu compte que finalement la cuisine qui a été codifiée depuis 300-400 ans est une cuisine qui est orientée vers la viande et le poisson. Je vais prendre un exemple tout bête, mais dans l'Escoffier, l'Escoffier doit faire à peu près 900, je ne l'ai pas là d'ailleurs, doit faire à peu près 900 pages. Sur les 900 pages, il y a à peu près 200 pages de légumes. Et sur tous les très vieux livres de cuisine, on ne parle que de gibier, de viande, de poisson, enfin de choses comme ça. Et du coup, finalement, la cuisine végétale qui était plutôt pratiquée par les personnes du peuple, les paysans, souvent, surtout, finalement, cette cuisine-là, elle n'a jamais été codifiée. Et du coup, on a petit à petit végétalisé l'assiette, c'est-à-dire on a commencé par un plat de légumes et puis après on en a fait un menu. Et puis là, à la table de Colette, en gros, on peut choisir soit un menu normal qui comporte en gros 70 grammes de protéines animales, soit le menu en végétal et qui est finalement pas si différent que ça, en tout cas dans la manière de construire les plats. Oui, on va en reparler de cette offre que tu proposes à la table de Colette. Ouais. Dans cette tendance, entre guillemets, de l'éco-responsabilité, puisqu'on en entend beaucoup parler, les chefs s'y mettent de plus en plus. On parle de cuisine éco-responsable, engagée, responsable tout court. Quelle différence tu fais entre toutes ces notions et comment tu définirais cette cuisine éco-responsable ? Quand tu veux dire de ce que font tous les autres restaurants, c'est ça ou ouais. C'est quoi la définition d'une cuisine éco-responsable ? Et est-ce que les restaurants font à peu près les mêmes choses en fait dans cette thématique-là, où chacun apporte, travaille sur un levier en particulier plutôt qu'un autre ? Je pense qu'on est en train de construire la cuisine de demain. Donc, pour le moment, on va dire, c'est quand même un peu plus qu'un frémissement parce que plus les générations sont jeunes et plus elles en parlent et plus c'est important pour elles. Alors, je veux pas rendre clivant en termes de génération parce que je veux pas résumer au fait que les vieux font que de la viande et les jeunes font que des légumes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais prendre l'exemple de Lousteau de Beaumanière qui a sorti dans les années 60 ou 70 les premiers menus totalement végétales et à l'époque ils avaient 3 étoiles Michelin. Aujourd'hui, on en entend, obtenir 3 étoiles Michelin avec que des légumes, c'est possible. Mais je pense que ça va à peu près dans tous les sens et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de chefs qui cherchent des solutions. Il y en a qui sont 100% produits français, il y en a qui sont que végétal, il y en a qui font très attention à la viande et aux poissons qu'ils achètent, ce qui est aussi pas une mauvaise solution. Mais en termes, parce qu'il y a le combat du poids carbone, mais il y a aussi le combat contre la biodiversité, l'érosion de la biodiversité. Et du coup, je pense que pour le moment, définir cette cuisine entre guillemets éco-responsable, je pense pas que
Enfin, toi, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà une tendance, comme la cuisine nouvelle, par exemple, ou est-ce que on n'en est pas encore là? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Je pense que c'est sûr que c'est plus qu'un frémissement parce que ça devient général, si tu veux, cette tendance. Mais de là à dire que, je pense pas qu'on puisse dire que c'est une tendance parce que pour moi c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que demain, là cet hiver, on a eu des réels problèmes autour des énergies. Alors c'était dû à l'économie, mais les énergies fossiles tendent à disparaître et du coup les énergies vont coûter beaucoup plus cher. Ce qui est sûr, c'est que quand on fait une cuisine végétale, on consomme beaucoup moins d'énergie aussi. Alors pas forcément en cuisine quand on fabrique la cuisine, mais en amont quand on choisit les ingrédients. Il faut beaucoup moins de méthane en tout cas beaucoup moins d'essence pour cultiver des légumes que pour cultiver de la viande, ou alors même aller chercher du poisson en mer, hein. C'est une évidence. Donc je dirais, bon, c'est en train de bouger et je pense que c'est en train de se généraliser et je pense que d'ici 15-20 ans, en fait, ce sera plus un choix, ce sera une obligation et on regardera les menus des grands restaurants gastronomiques des années 90 comme un musée en se disant c'est comme ça qu'ils mangeaient à l'époque, quoi. Exactement. Bon. Alors du coup, tu as créé ton restaurant La Table de Colette en 2019, fin 2019. C'est ça. La bonne année. Ouais, comme beaucoup d'entre nous. Mais ça fonctionne pour l'instant. Ouais, clairement. Ça marche bien. Un restaurant en hommage à ta grand-mère Colette et à ta fille Colette. Alors, c'est pas ma grand-mère. Pour la petite histoire, mon grand-père m'avait raconté une histoire de l'arrivée de Colette dans un village qui s'appelait Saint-Coulon à l'époque. Village où eux, ils avaient une maison là-bas. Et en fait, cette histoire m'a marqué. Et puis surtout, c'est en hommage à ma fille parce que quand on fait un restaurant éco-responsable, comme on dit, on n'hérite pas la terre de nos ancêtres, mais on l'emprunte à nos enfants. Et c'est un proverbe indien, si je ne m'abuse. Et tout ça pour dire que ouais, on est le gardien de ce qu'on va transmettre à nos enfants. Et quand on a cette vision-là, on se dit, voilà, dans quel état je vais laisser la terre à mes enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, la vraie motivation de beaucoup d'écolos, alors je dis écolo entre guillemets parce que c'est pas du tout politisé, c'est une écologie civile. C'est juste se dire, on se rend compte que il y a une problématique et essayons tous ensemble de la résoudre. Point. Enfin, tout ça pour dire que oui, l'origine de la table de Colette, c'est en l'honneur de ma fille, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore mon fils, donc sinon je l'aurais appelé Colette et Lucien, mais c'était pas le cas encore. Mais c'est pour leur transmettre quelque chose, quoi. Voilà. Oui. Du coup, comment tu as construit tes menus au restaurant? Alors, je sais que tu les as fait évoluer en y mettant un peu plus de végétal progressivement. Quelle était ton idée derrière la tête? Quand on a commencé, c'était vraiment de proposer des menus avec une consommation carbone, on va dire, autour de la limite que l'ADEME nous pose. C'est-à-dire que l'ADEME dit, pour un repas, en moyenne, un repas en France consomme entre 2500 et 2800 grammes de CO2. Donc nous, en fait, c'était de proposer un repas gastronomique qui est censé polluer beaucoup plus, mais le proposer aux alentours de cette consommation carbone. Et puis en fait, plus le chef de cuisine que je suis aime jouer avec les légumes, plus j'ai joué et plus je me suis pris au jeu. Et finalement, plus la viande et le poisson ont commencé à disparaître. Au début, c'était l'élément principal. Il y a, on va dire, 1 an et demi, c'est devenu l'élément secondaire, c'est-à-dire qu'on mettait vraiment la garniture, entre guillemets, la garniture en avant et le poisson était vraiment un accompagnement. Aujourd'hui, on va même au-delà, c'est quasiment un condiment, c'est-à-dire que c'est une bouchée que tu prends à côté de l'assiette, mais c'est vraiment le cœur du travail, il est vraiment dans le végétal, quoi. C'est-à-dire qu'on parle de courgettes, on parle de fenouil, on parle de petits pois. On va pas du tout parler d'huîtres ou de canard ou de cochon, quoi.
D'ailleurs, c'est la définition de la gastronomie végétale que tu m'avais donnée quand je t'avais interrogé à la Fondation Good Planet, tu te souviens? Ah ouais. Non, pas du tout. J'avais dit quoi? Que c'était effectivement inverser la tendance, c'est-à-dire mettre plus de végétal et mettre vraiment la part animale en option, en petite touche, en condiment. Tu vois, j'avais déjà cette vision-là à l'époque. Mais là, tout le travail qu'on fait en ce moment, justement, c'est ça, c'est de se dire comment tu fais pour remplacer un jus de volaille qui est quelque chose d'une puissance incroyable et d'une gourmandise incroyable. Comment tu fais pour le remplacer par une sauce à base de légumes? Donc on va alors forcément, on va mettre du légume dedans, mais on va utiliser les fermentations, on va utiliser l'acidification, on va utiliser le centrifugé, mais on va aussi, sur certains légumes, on arrive à faire vraiment comme un jus de volaille, c'est-à-dire changer la volaille par ce légume et en faire une sauce, quoi. Ouais. Et ça, c'est le recherche et développement qui fait ça, quoi. C'est jouer aussi sur les techniques, sur votre savoir-faire du geste. Ouais, c'est ça. C'est en fait récupérer les techniques que moi j'ai appris quand je travaillais chez Jacques Chibois ou Marc Menot ou Joël Rebuchon, et de se dire voilà, on transforme ça et puis on le met en végétal, quoi. Ouais. Et ça marche. Et ça marche très bien, ouais. Ça marche très bien. Avec cette notion de, on travaille beaucoup. On va dire, on s'inspire de certains travails d'Asie comme le koji, comme le kimchi, comme voilà, des fermentations, parce que la fermentation apporte une panel aromatique beaucoup plus ample. Un produit fermenté ça va faire ressortir parfois des notes d'amande, des notes, et la panel aromatique sera vraiment beaucoup plus complexe que vraiment le produit brut de bonne qualité. C'est vraiment hyper intéressant à travailler. Et puis ça arrive comme un condiment, comme un truc qui vient te réveiller l'assiette, quoi. Du coup, si on revient sur les menus que tu proposes à la table de Colette, donc tu as 3 types de menus, c'est ça? 3 temps, 5 temps? C'est ça. C'est ça. En fait, chez nous, tu choisis le nombre de plats que tu vas avoir. Et après, tu te laisses guider. Tu donnes tes allergènes, c'est-à-dire s'il y a des choses que tu n'aimes pas ou que tu ne peux pas manger. Et puis après, c'est un menu à l'aveugle. Et donc, le menu à l'aveugle, pourquoi? Parce que ça permet de pas... au moment de la prise de commande, il y a toujours un moment où tu te poses la question de savoir si tu vas aimer ou pas. Et finalement, les gens choisissent toujours les mêmes choses. Et tout l'intérêt du menu à l'aveugle, c'est de leur dire, vous nous laissez faire. Comme ça, vous n'avez pas le stress de choisir, parce que c'est un vrai stress de choisir. Et finalement, vous allez parfois découvrir ou redécouvrir des choses, soit que vous aimez pas et que finalement, cuisiner comme ça vous plaît, soit que vous connaissiez pas. Et on a moi je raconte toujours cette histoire à un client qui est habitué maintenant. Il vient au restaurant parce que le restaurant était pas bien noté et il s'assoit et quand il découvre que en fait c'était quasiment que des légumes, il a tiré une tronche, tu peux pas savoir. Et bon, bref, donc les amuse-bouches arrivent. Il me fait c'était rigolo vos conneries, c'était bien. Le premier plat arrive et dit donc ça fait 2 fois que c'est bon. Et il me prend la main et il me dit par contre, le prochain plat vous ne me servez pas des brocolis, parce que les brocolis c'est vraiment dégueulasse. Et moi je savais que le prochain plat c'était des brocolis. Donc j'apporte l'assiette, je lui pose l'assiette et là il me regarde, il me fait vous foutez de moi sans déconner, parce qu'il a compris que c'était des brocolis. Je lui dis écoutez. Vous mangez, si vous aimez, vous payez, si vous aimez pas, vous payez pas. C'est vous qui voyez. Et quand je suis venu débarrasser l'assiette, d'une, l'assiette était vide. Et de 2, il m'a dit, écoutez, je savais pas que j'aimais manger les brocolis. Et c'est un client qu'on revoit régulièrement. Il vient tous les 6 mois à peu près avec sa famille. Pourquoi? Parce que sa fille est végétarienne, que lui, il adore manger des bonnes choses et qui dit en fait ici ma fille est contente et moi aussi parce que je sais que je vais bien manger. Et quand j'ai été obligé de retirer le brocoli de la carte, je me suis fait engueuler. Il m'a dit c'est pas normal, c'est n'importe quoi, pourquoi t'as enlevé le brocoli? C'est une super histoire et ça montre
effectivement, la cuisine végétale ne répond pas que à une clientèle végétalienne. Mais non. Si le travail est bien fait, ça répond à tout type de clients qui peuvent s'y retrouver aussi dans le goût. Ouais, et c'est tout l'enjeu finalement de cette cuisine. Nous, j'en discutais l'autre jour avec un client, il m'a dit ça fait 2 ans que je veux venir manger, mais j'osais pas. Et je lui dis mais pourquoi vous avez pas osé? Il me dit parce que le côté végétal, j'avais peur de mal manger. Les appréhensions. Voilà, et il me dit mais il me dit vraiment c'est un des meilleurs restaurants dans lequel j'ai mangé parce que il me dit vraiment je m'attendais à que ce soit pas terrible et il me dit j'ai découvert des trucs vraiment que je connaissais pas, que je ne soupçonnais pas. Donc c'est ça, c'est tout le travail du cuisinier qui dit moi je sais ce que c'est que de bien cuisiner, maintenant on va essayer de le faire avec des légumes et sans polluer quoi. Et il y a un rôle aussi pédagogique, c'est-à-dire tu leur apprends à aimer certains aliments différemment, tirer ses appréhensions et ses a priori. Les légumes, c'est un des ingrédients qui a le plus d'appréhension. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent ah non mais ça vraiment c'est pas possible. Et puis je sais pas si tu sais, mais le sens, le goût, c'est le seul sens qui arrive directement dans le cerveau au niveau des émotions et qui passe pas par la conscience. Et du coup, c'est ça aussi qui provoque chez les clients cette espèce d'émulation qui dit que en gros soit j'aime pas et quand j'aime pas c'est vraiment j'aime pas et puis je suis énervé quoi et quand j'adore c'est fabuleux quoi. Oui, parce que la connexion est plus directe. Exactement j'ai appris ça hier tu vois. Génial. On peut faire une mention spéciale pour ton équipe formidable quand même qui travaille à tes côtés. Ouais, putain, ils sont là. Regarde, ils bossent. Enfin, c'est Morgane qui travaille. Hein. Non, ouais. En fait, une fois qu'on a bossé sur avoir le respect de la planète dans l'assiette, on pouvait pas s'arrêter là. Et puis, on a aussi travaillé sur le côté social, sur le côté managérial, sur le côté c'est pas le propos de ce podcast, mais je pense que c'est important d'être aujourd'hui, quand tu as un restaurant éco-responsable et que tu traites les gens n'importe comment, il y a un manque de cohérence. Et je pense que c'est hyper important d'avoir justement cette cohérence-là. Et j'ai envie de dire, chez nous, c'est pas du fake, quoi. C'est-à-dire que mes équipes, il y en a, je bosse avec eux depuis plus de 10 ans. Donc ils le disent eux-mêmes, qu'ils veulent pas bosser avec un autre chef. C'est important, en fait, ça, d'aller au bout des choses. Voilà. Et puis, c'est une démarche globale et cohérente, finalement, que tu développes dans ton lieu. Si tu veux être aligné, en fait, il faut tout faire parce que si tu fais que la moitié ou un quart, et que tu parles que du quart que tu fais et que le reste, c'est n'importe quoi, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Ça fait partie des engagements du restaurant. Quand on va sur le site de la table de Colette, on y voit les engagements autour de la sélection des produits, des producteurs, du respect des saisons. Est-ce que tu veux nous en parler de ces engagements Alors, je les ai écrits il y a longtemps, donc j'ai essayé de m'en souvenir, même si je les fais tous les jours. Non, en gros, on a des énergies renouvelables. Aujourd'hui, à 100%, ce qui n'était pas le cas à l'ouverture. Parce qu'on a de l'électricité, du gaz et qu'aujourd'hui, toutes les énergies sont issues du renouvelable, même le gaz. On calcule le poids carbone de l'assiette, mais on bosse aussi avec des producteurs qui sont respectueux de la biodiversité. C'est-à-dire que on bosse avec, par exemple, les farines de Philippe Guichard, avec les légumes de Bruno Cailleron, avec des gens qui travaillent non pas des légumes qui sont issus du catalogue, mais des légumes d'origine. Les farines de Philippe Guichard, il a à peu près 90 sortes de blé anciens dans ses farines, et du coup, c'est du blé qui a à peu près 15 fois moins de gluten que la farine normale. Et du coup, quand tu as des gens qui sont intolérants au gluten, chez nous, le pain de Philippe, en général, ça passe. Super. Et on n'utilise que les farines de Philippe Guichard. Il n'y a pas d'autres types de farines. On prend que les farines de Philippe Guichard. Donc il n'y a pas quand on fait un gâteau, c'est avec les farines de Philippe, quoi.
Les légumes sont à très grande majorité issus de ces espèces anciennes, parce que la courgette Zappellito, la courgette longue de Nice, c'est important d'avoir l'origine de ces graines, et pour le respect aussi de la biodiversité. Pour mémoire, l'histoire du catalogue, c'est en gros les gros semenciers mondiaux se sont mis d'accord en disant en France, vous aurez le droit de faire pousser 5 types de tomates, 5 types de courgettes, alors que des espèces de tomates, il en existe 600, voire beaucoup plus que ça. Et ça, c'est absolument anormal, et nous, on se révolte contre ça, contre cette obligation légale de dire non, vous n'avez pas le droit de vendre ce type de tomates, parce que nous, ça nous arrange pas, financièrement, c'est pas intéressant, et vu que c'est nous qui fournissons les graines à l'humanité, c'est nous qui décidons. Et ça, alors c'est là où la table de collecte devient un établissement très militant. C'est-à-dire que nous, on va privilégier les fournisseurs, même à mettre plus cher, parce que forcément, il y a moins de rendement. Mais les tomates de Bruno Cailleron l'été, ça pousse au mois de juillet, pas avant. Il n'y a pas de tomates encore chez nous. Et c'est des tomates qu'on paye quasiment 10 € le kilo. Et au niveau de la localité, tu vas jusqu'où? Je fais produits français. Et après, tout ce qui ne pousse pas en France métropolitaine et dont j'ai besoin, type chocolat, café, là on va le chercher dans le monde entier, mais on fait très attention à la manière dont c'est élevé et à la manière dont c'est amené jusqu'en France. Parce que je crois que c'est avec toi qu'on avait eu cette discussion autour du fait qu'un chef en ville ne travaille pas de la même manière qu'un chef en campagne, quoi. Il n'a pas accès aux mêmes fournisseurs. C'est sûr. Quand tu es en ville aujourd'hui, moi, j'ai pas des poireaux qui poussent à 30 mètres, j'ai pas des carottes qui poussent à 50 mètres, et je suis obligé d'aller les chercher dans les filières d'approvisionnement des centres-villes. Mais par contre, on peut quand même sélectionner les bons producteurs et faire attention quand même d'où ça vient. Après, pour l'histoire du transport, au niveau du calcul du poids carbone, quand tu prends par exemple 1 kilo de carottes, le transport de la carotte représente 15% seulement des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux, moi je donne toujours cet exemple-là, 1 kilo de veau local, c'est-à-dire qui est élevé et abattu à 50 mètres du restaurant, c'est 35 kilos de CO2 dépensés, 1 kilo. 1 kilo de carottes qui pousse et qui est élevé à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud, c'est à peu près 1 kilo. Donc on a 35 kilos d'un côté et 1 kilo de l'autre. Il y en a un qui est local et qui pollue énormément, et il y en a un qui est pas local, qui pousse à l'autre bout du monde mais qui pollue pas. Ouais. Donc, quand on prend conscience de ça, que le transport, finalement, c'est très faible en émissions de gaz à effet de serre, c'est là où on s'est dit, la France, voilà, c'est bien. Ouais. Et il y a une autre chose qui est aussi hyper impactante, c'est la saisonnalité. Je donne cet exemple-là, la fraise. Quand la fraise pousse en pleine terre au soleil, 1 kilo de fraise, c'est à peu près 350 grammes de CO2 dépensés. Quand la fraise pousse hors sol, sous serre chauffée, et elle peut être en même temps sur les étals du marché, c'est 1,3 kg. Donc il y a 1 kilo de différence entre saisonnalité et hors saison. Donc nous, on va faire très attention à ça. Quand on bosse avec les asperges de Sylvain Erard, Sylvain Erard, il met pas la technique pour faire pousser des asperges en janvier ou en décembre, c'est t'enterres les graines d'asperges dans la terre, et dans la terre, tu fais passer un tuyau d'eau. Quand tu balances de l'eau chaude, ça chauffe la terre, l'asperge pousse. Mais cette eau, faut la chauffer, et pour la chauffer, faut faire une dépense carbone. Alors que quand on laisse faire la nature, l'asperge, elle pollue beaucoup moins. C'est finalement s'intéresser vraiment à toute la chaîne, hein, c'est ce qu'on dit depuis très longtemps, c'est vraiment analyser l'impact environnemental du champ à l'assiette. C'est ça, exactement. Et quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte que
bah plus ça va et plus ça devient très compliqué. Je vais donner un exemple. On s'est renseigné. Alors là, on parle uniquement du poids carbone. Bon, je sais l'exemple qui va pas te plaire, je fais exprès. On a étudié en fait 1 litre de lait de vache élevé dans la laiterie qu'on a sélectionnée, qui est hyper respectueuse de l'environnement, de la biodiversité et du respect de l'animal. Ils ont à peu près 180 critères de respect de tout ce qui est comment la vache est nourrie, comment elle est abattue, enfin vraiment, il y a vraiment toute la chaîne. Et 1 litre de lait type végétaux, genre noix de cajou, alors sans aucun label. Et ben la différence de poids carbone, elle est plus importante sur le noix de cajou que sur le lait de vache. Et c'est pour ça qu'il faut, en fait, alors aller bien au-delà. Et je dis pas ça pour dire je suis contre les laits végétaux, pas du tout. Je dis attention, il faut se renseigner pour savoir comment la noix de cajou elle pousse. Et la noix de cajou, je sais, enfin, toi tu dois connaître le débat sur la manière dont les noix sont décortiquées, sur le massacre social, sur le massacre environnemental que ça provoque. Et je dis toujours attention à la manière dont on achète les produits. C'est pas parce que ça a l'air éco-responsable que ça l'est. Tout à fait. Et bien évidemment qu'il y a des laits végétaux qui sont de très bonne qualité et qui sont très intéressants et qui sont loin de moi jeter la pierre à tous ces produits-là, mais je dis juste attention, c'est pas parce que ça a l'air que c'est. Oui, il faut aller au-delà de ça. Il y a une information vraiment à aller chercher. Oui. Et d'ailleurs, il y a des restaurateurs, des chefs de restaurants de cuisine végétale qui ont arrêté de travailler certains produits parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte que c'était très, très polluant, comme l'avocat. L'avocat, c'est un produit excellent pour faire un tas de choses en cuisine végétale, en pâtisserie, mais très polluant. Je pense surtout quand on végétalise totalement les assiettes, ce qu'on fait nous énormément, il faut pas essayer, enfin moi c'est ma vision, mais il faut pas essayer de reproduire ce qui a toujours été fait, c'est-à-dire faut pas essayer de faire un Saint-Honoré sans lait, sans crème, sans beurre. De toute façon, ce sera pas bon. Mais par contre, il y a d'autres choses à faire qui n'ont pas encore été créées, qui n'ont pas encore été inventées et qui sont aussi bons, mais uniquement avec du végétal. Et il faut pas, enfin, je veux dire, la grande pâtisserie, la grande cuisine, je veux dire, demain, tu essayes de refaire la poularde contisée aux truffes en vessie de porc. Si tu essayes de la faire en végétal, je te souhaite bon courage. On n'y arrivera jamais. C'est impossible. C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous les chefs, vous vous appuyez sur des techniques et un savoir-faire qui est là depuis un certain temps déjà. Donc, de switcher, de pouvoir faire autrement avec d'autres techniques, ça va prendre un certain temps aussi. Inventer de nouvelles choses. Oui, c'est ça. Ce temps. Donc, on est vraiment dans cette phase de transition où on est tous en apprentissage finalement. Ouais, clairement. Et on essaie de répondre aussi à des personnes qui sont véganes, végétaliennes ou autres, quelle que soit la raison, mais qui veulent aussi retrouver leurs marqueurs gustatifs, leurs marqueurs culturels, tu vois, qui veulent retrouver peut-être une pizza végétale parce que ça leur manque. Mais en même temps, tu vois, la pizza, c'est hyper facile de la faire en version végétale. Le burger, faire version végétale, mais c'est super facile. Et puis, ça n'entache en rien la qualité gustative, mais absolument pas. Par contre, essayer de faire une côte de bœuf en végétal, faisons autre chose, quoi. C'est ça, c'est de dire, tu vois, moi, faut être honnête, entre un risotto de céleri aux truffes et une belle côte de veau, il n'y a pas photo, je préfère manger le risotto de céleri aux truffes. Hein. Et c'est deux trucs différents, et il y en a un qui pollue et l'autre qui pollue pas, et je vais prendre plus de plaisir à manger ce risotto qu'à manger la côte de veau. Et puis il faut essayer de savoir ce qui intéresse la personne dans cette côte de bœuf finalement. Est-ce que c'est la mâche, est-ce que c'est les condiments, est-ce que c'est voilà. Ouais, c'est ça. Un truc tout con à faire avec un chou-fleur, tu fais une tranche de chou-fleur, tu le fais un peu cuire, tu le pannes farine œuf chapelure.
Entre ça et une esclave viennoise de veau, moi je préfère le chou-fleur. Hein. Mais vraiment, hein, c'est... En plus, tu ressors voilà. des Ça, on minimise trop l'incidence. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux clients à la fin du repas. Je dis, est-ce que vous avez l'impression d'avoir trop mangé? Et souvent, les gens me disent, ah ouais, c'est vrai, on est bien. Et ça, c'est hyper important. Manger trop de viande et trop de poisson, à la fin du repas, on n'est pas bien. Hein. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu besoin d'aller chercher des informations autour de l'aspect nutritionnel aussi, pour garder un équilibre? Alors, on l'a fait un peu. Je pense que c'est des sujets sur lesquels j'y reviendrai. Mais je pense que, en tout cas, ça ne vient pas comme un filtre qui va décider de la mise sur le menu de l'ingrédient ou pas. C'est-à-dire que toi, quand tu fais des fermentations, tu sais que c'est hyper bon pour la santé. Des fermentations, il y en a dans toute la carte. Manger que des légumes, on a toujours quand même un peu de protéines, un peu de féculents. Mais en fait, on le fait naturellement sans vraiment se poser la question de est-ce que le menu est parfaitement équilibré en termes de santé. Après, on se rend compte que naturellement, quand tu réfléchis au poids carbone et que tu réfléchis à la saisonnalité, finalement, tu vas apporter de manière avec des ingrédients de proximité. Tu te rends compte que finalement, les ingrédients qui poussent autour de toi à cette saison-là, à ce moment-là, sont bien pour ce que tu es en train de vivre actuellement. Oui. Je te donne un exemple tout bête. L'hiver, il y a du chou, des pommes de terre. L'hiver, tu as plus besoin de féculents. L'été, tu as besoin de vitamines, de soleil. Tu vas les trouver beaucoup plus dans les légumes. Et finalement, de respecter ces deux règles-là, la santé qui n'est pas une règle qu'on va suivre réellement en tant que règle, finalement, on le respecte quand même. Oui, sans le vouloir, sans le savoir, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que ça peut arriver que certains chefs créent des menus 100% légumes, qui peut être une option effectivement à un menu traditionnel qui va répondre à une clientèle plutôt flexi, tu vois, mais qui va pas forcément répondre au niveau nutritionnel à quelqu'un qui est tout le temps végétalien, qui a ce régime-là continuellement. Il a besoin quand même à chaque repas d'avoir un équilibre. Donc ça veut dire avoir la légumineuse, la céréale avec les légumes. Et ça, on le retrouve pas toujours dans tous les menus. Non, c'est sûr. Je pense, nous, on en met quasiment à chaque fois. Tu vois, là, actuellement, on a encore... non, on a remplacé les lentilles par les petits pois, mais on a quand même dans le petit pois du pois cassé. On n'en a pas énormément, mais on en a toujours un peu. Mais parce que le légume, la légumineuse, c'est hyper intéressant. Le sarrasin, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est Morgane qui nous parle à côté. Non, c'est hyper intéressant en termes de texture. On a réussi à trouver un truc pour, en gros, en faire du popcorn. Et on fait des popcorn de pois cassés. Tu as la sensation d'avoir un petit pois croustillant. Génial. Et c'est tout l'intérêt du cuisinier qui cherche des solutions. Si on parle un petit peu de communication, la communication se ressent aussi dans ce que tu proposes dans tes plats. Je me souviens du verger et l'estran sur un rejet dans l'océan. En fait, tu faisais appel déjà à des souvenirs de ta Bretagne. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu vas essayer de chercher aussi des titres de menus qui sont évocateurs pour appeler le végétal? Je pense qu'à ce niveau-là, on a beaucoup évolué. Dans la manière dont la construction du plat, je vais plus. Avant, je partais d'une émotion d'enfance et après, j'essayais d'en faire, de retransmettre l'émotion dans l'assiette. Aujourd'hui, je vais m'attacher à trouver une technique de cuisson sur un légume ou de trouver la meilleure manière de faire manger le légume. Et en fait, c'est ça qui va susciter l'émotion. Et puis après, finalement, le souvenir,
en tout cas l'émotionnel. Enfin, moi, je suis un joueur, hein. Donc le côté un peu enfantin, il va venir naturellement dans la création du plat. Mais avant, je pense que je le forçais. Aujourd'hui, je le force plus. Ça vient naturellement. Donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que ça donnerait? Par exemple, on a en entrée, on a en fait un espuma de petits pois, donc une purée de petits pois très mousseuse. Enfin, c'est pas mousseux, c'est entre une mousse. En gros, c'est la même texture qu'une mousse au chocolat, mais avec le petit pois. Et le côté salé, le côté gourmand du petit pois, qui est déposé sur un petit ragoût petit pois oignon. On a créé en fait un gel vinaigre de cidre et estragon. On a fait en fait fermenter des feuilles d'estragon au vinaigre. On rajoute en fait juste pas la cosse, mais l'intérieur de la feuille de sucrine pour avoir le côté minéral et croquant de la feuille de sucrine. Et au dernier moment, on va mettre cette espèce de les croustillants de pois chiches. Et en fait, quand tu prends tout ça, finalement, tout ça, on le met dans un bol, le bol breton de mon enfance. Et en fait, quand on amène le plat, ça fait toujours marrer les gens. Et finalement, le départ du plat, ça a été la création de l'espuma de petits pois, qui est quelque chose d'extrêmement gourmand, qui est hyper régressif et qui est, c'est vraiment le goût du petit pois, mais le goût du petit pois d'enfance. On aurait adoré en tant qu'enfant manger des petits pois comme ça, qui fait que du coup ça suscite l'émotion. Du coup, le nom du plat, c'est espuma de petits pois. Non, moi j'annonce petit pois estragon. Ok, en fait tu donnes le nom des ingrédients. En fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'annonce, maintenant on va uniquement donner ce que tu vas ressentir en bouche. Ouais, avec quand même, tu poses le décor au niveau visuel avec voilà. les éléments. Ouais, c'est ça. Okay. Il y a même un dessert, on joue avec ça avec Louise. Il y a un dessert actuellement, le dessert à la fraise. Quand tu le vois arriver, tu vois pas du tout de fraise. Et quand tu vas le manger, tu ne vas sentir que la fraise. Excellent. Il faut venir manger. Donne-le à la bouche, là, il faut que je revienne. En tout cas, sur le site, on peut lire, ce qui n'existait pas avant, une petite phrase qui dit « Nous vous proposons également ce menu en version exclusivement végétale ». Exactement. Et ça, c'est nouveau depuis... ça a 1 an à peu près, je pense. À peu près. Parce que je me suis rendu compte que finalement, tu vois, en changeant ce système de création de plats, je me suis rendu compte que de retirer la viande ou le poisson, ça ne changeait strictement rien. En fait, il y a tellement de boulot sur le légume que finalement, de retirer la viande ou le poisson, ça ne change rien. Ouais. Sur la qualité du plat. Ouais. Est-ce qu'il y a des mots ou des messages en particulier que toi, l'équipe, vous utilisez pour mettre en avant la démarche? On a parlé d'éco-responsabilité végétale. Est-ce que, en termes de communication, que ce soit sur le site ou sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des mots, des messages que vous passez différemment? Déjà, on affiche les engagements du restaurant sur toutes les cartes. On est quand même 3 cocottes écotables et on travaille avec des associations qui certifient le fait qu'on soit un restaurant éco-responsable, parce que c'est pas le tout de le dire, mais il faut quand même aussi le prouver. Ouais. Et après, en soi, l'objectif, c'est pas non plus d'aller jusqu'à en parler aux clients à la table. À travers ces engagements et à travers les récompenses qu'on a grâce à Écotable et d'autres associations. Je pense que la question se pose pas, le fait d'être un restaurant éco-responsable, tu le sais quand tu viens. Donc après, le tout, c'est nous, on passe notre temps à leur prouver que en plus c'est bon. Tout le travail qu'on fait à table, c'est ça. Et les gens, moi, le plus beau compliment qu'on nous fait très régulièrement, c'est de dire je me suis absolument pas rendu compte que j'avais pas pollué. Est-ce que tu vois arriver une nouvelle clientèle depuis que tu végétalises un peu plus? Je vois un changement de mentalité.
C'est-à-dire que quand on a ouvert le restaurant, les gens venaient pas parce que c'était éco-responsable. Ils venaient parce que c'était bien noté, que c'était bon. Aujourd'hui, et cette part de clientèle est en train de grossir de plus en plus. On a des gens qui viennent parce que c'est un restaurant éco-responsable. Et ça, on l'avait pas avant. Et c'est-à-dire qu'en gros, quand ils regardent des restaurants, ils se disent tiens, on veut faire un choix de restaurant. Alors l'avantage qu'on a nous, c'est le fait de végétaliser l'assiette, on est très bon sur les sans gluten, sans lactose, vegan bien évidemment. Et du coup, on a aussi ce côté gastronomique. Et quand tu réunis des grosses tables de 6, de 8, où dans l'eau, tu as une personne qui est, l'autre jour on a eu ça, un sans gluten, sans lactose, un vegan et un sans fruits. Si tu réunis ces gens-là autour d'une table et que tu vas aller chercher un restaurant, je te souhaite bon courage. J'en sais quelque chose. Parce que ça veut dire que sans gluten, sans lactose, sans fruits et vegan, il reste les légumes. Et c'est tout ce qu'il y a. Ça devient inclusif finalement parce que ça permet de réunir tout le monde autour d'une table. Ouais, exactement. Ça permet de réunir papa qui est d'habitude très viandard, mais bon là, qui a quand même envie de se faire plaisir et qui se prend une belle bouteille de Lucien Lemoine, tu vois, et sa fille végane, mais qui a quand même aussi. Enfin, je veux dire, les gens aujourd'hui qui sont véganes, c'est qu'ils font attention à ce qu'ils mangent. C'est pas, ils ont réfléchi à leur démarche, ils ont réfléchi à ce que ça veut dire de manger. Donc, c'est des gens qui sont soucieux du côté gastronomique. Et qui aiment manger aussi. Et qui aiment manger, bien sûr. Et qui ne mangent pas. C'est hyper important, ça, que ça reste gourmand. Voilà. Ça, c'est hyper important. Comment tu verrais l'évolution de cette cuisine éco-responsable dans les prochaines années ? Là, on est déjà bien. L'évolution, c'est une bonne question, ça. Moi, je pense que malheureusement, ce qui va arriver, c'est que on va avoir des produits qui vont devenir de plus en plus rares et que je pense que malheureusement, dans les années à venir, on va certainement avoir, par exemple, des produits qui vont totalement disparaître, qu'on avait avant et qu'on n'en a plus. Mais après, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bon quand même et qu'on ne trouvera pas de solution. Et que voilà. Après, c'est sûr, avec le dérèglement climatique, notamment dans le vin, on a en fait les cépages qui étaient plantés dans le sud avant remontent de plus en plus. Tu vois, par exemple, on a un vigneron qui est du côté de Vézelay, donc le nord de la Bourgogne. Et lui, dans les cépages qu'il plante là ces dernières années, il plante des cépages qui viennent du Rhône ou même d'Espagne, parce que il se dit que ils résisteront beaucoup mieux aux sécheresses qui sont de plus en plus intenses. Donc je pense que c'est ça qui va être compliqué dans les années futures, c'est vraiment l'approvisionnement. Pour moi, c'est même pas une question de végétalisation de l'assiette. Aujourd'hui, un restaurant qui ne sert que de la viande et du poisson, avec l'augmentation des prix de la viande et du poisson, qui va de toute façon continuer et qui va de toute façon devenir de plus en plus difficile, ces restaurants-là, ils pourront plus se fournir. Donc ils vont de toute façon chercher des alternatives, et l'alternative, c'est le végétal. Ouais. Donc, je veux dire, quel est l'avenir de la grande chaîne spécialisée dans la viande que tout le monde connaît? Moi, je serais les dirigeants de cette chaîne, je serais un peu inquiet. Parce que comment ils vont faire, eux, pour continuer à acheter de la viande? Il va y avoir de l'adaptation de marché. Ouais, c'est sûr. Alors après, on peut toujours se dire, on va essayer de d'élever cette viande en bocaux, là. Est-ce que ça va nous donner du goût, du terroir, de la spécificité Il y a encore du chemin avant d'en arriver à la solution qu'on imaginait. Ouais. Pour le moment, moi, je trouve que ça fait pas rêver. Hein. Une viande qui a posé dans une éprouvette, c'est pas gastronomique. Hein. Ouais. Il y a tout un mindset à modifier qui va prendre peut-être pour d'autres générations. Ouais.
Ouais. Elles seront peut-être plus prêtes et Ouais. agiles. Ouais. Et pour ceux qui sont un petit peu en retard dans cette démarche, les chefs et les professionnels de la restauration, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Par où ils peuvent commencer pour initier cette démarche? Bah, un truc tout bête, mais proposer des assiettes végétariennes. Alors, dans les brasseries, proposer une assiette de pâtes végétariennes. C'est pas très compliqué. Et en fait, c'est réfléchir dans tout ce qu'on connaît de la cuisine classique et se dire, bah ouais, dans cette cuisine classique, il y a aussi des plats qui sont complètement végétariens. Je veux dire, les carottes râpées, c'est vieux comme le monde, c'est végétarien. Hein. Mais comment ils peuvent rendre ce plat végétarien gourmand? Parce que c'est ça aussi. Après, les carottes râpées, qui n'aime pas les carottes râpées? À part les enfants, peut-être. Et encore, parce qu'ils connaissent pas. Non, mais il y a plein de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Demain, tu fais un pot-au-feu, t'enlèves la viande, ça reste un pot-au-feu. Hein. Et t'as que des légumes. Hein. Donc, il y a plein de choses à faire. Et justement, moi, je donne pas de conseils, de recettes ou de choses comme ça, parce que justement, ce qui va être intéressant dans les années à venir, c'est tous ceux qui créent finalement des nouvelles recettes, et des nouvelles techniques, des nouvelles manières de cuire, des nouvelles. C'est ça. Je n'ai pas de conseils en soi à donner à qui que ce soit, mais juste de dire, quand on le fait, on se rend compte que ça motive les équipes parce qu'ils se rendent compte que de faire des choses écolo, ça va dans le bon sens. C'est financièrement parlant, c'est quand même intéressant parce que tu vois, cet hiver, finalement, nous, on n'a pas eu vraiment d'augmentation du coût des marchandises. Et le coût de l'énergie a augmenté, certes, mais le fait qu'on achète de l'électricité verte et du gaz vert, et finalement, les prix étaient globalement bloqués et du coup, ils n'ont pas explosé comme certaines factures. Et finalement, nous, on s'en sort là avec ces crises, on s'en sort un peu mieux que les autres, quoi. Donc, on a déjà réfléchi à comment s'adapter, donc finalement, quand la crise arrive, on est déjà adapté. Ouais. Donc l'un dans l'autre, c'est soit vous le faites en avance et puis ça se passe bien et sereinement, soit vous voulez continuer dans votre voie et à un moment donné, vous serez de toute façon obligé de changer, ça va pas bien se passer. Ouais, faut anticiper en fait. Ouais, c'est ça. Un chef d'entreprise, il anticipe les crises. Hein. Mm-hmm. Donc, l'année prochaine, à mon avis, il y a plein de restaurants qui vont se dire on va faire des travaux pour faire des économies d'énergie parce que l'année dernière, la facture d'électricité, elle était multipliée par 10 pendant 3 mois et que, voire un peu plus. Comment on peut faire pour faire des économies? Mais c'est pas quand la crise arrive que l'économie, tu dis où est-ce que je peux éteindre les lumières? Non. Non, c'est trop tard. Ouais. L'anticipation, du coup, c'est un bon conseil. Ouais. Pour terminer cet épisode, écoute, merci Jocelyn, vraiment pour ce partage. On peut rappeler l'adresse de ton restaurant, on ne l'a pas précisé. Le 17 rue Laplace, en un mot, dans le 5e à Paris. C'est juste à côté du Panthéon. Oui, dans une petite ruelle. Et on a une belle terrasse. À l'intérieur, mais à l'extérieur. À l'intérieur, oui. À l'extérieur, j'ai pas le droit encore. Peut-être ça viendra un jour. Et du coup, on peut faire les réservations sur le site www.latablecolette.fr. C'est ça. Et on vous contacte sur les réseaux sociaux? Ouais, on répond aussi. Facebook, Instagram? C'est ça. Super. Un grand merci, Jocelyn. Merci à toi, Karine. À Morgane et à toute l'équipe pour ce beau travail. Et puis, à très vite. Ouais. À très vite. Voilà, j'espère que cette conversation avec Jocelyn vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le chef et le restaurant La Table de Colette dans les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un de votre entourage. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message pour me parler de votre projet. Je vous apporte mes conseils pour développer votre offre végétale et je vous accompagne dans votre communication de marque. N'oubliez pas, pour nous donner un coup de pouce, vous pouvez mettre quelques étoiles et un petit commentaire en bas du podcast. Ça nous aide énormément. Je vous dis un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.